Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora, et vous suivez Grand Témoin. Mon invité aujourd'hui, c'est une femme. On l'appelle la Jeanne d'Arc congolaise, la Kimpa Vita congolaise. C'est aussi la Dame de Fer, puisque son obsession aujourd'hui, c'est de bouter l'initiation des dehors. Son obsession, c'est que l'alternance arrive au Congo. Vous l'avez bien compris. Mon invité est Madame Sadio Kanté Morel. Salut Kanté Morel, bonsoir. Bonsoir, Sir Makoso. C'est un plaisir de vous avoir et dire à ceux qui nous suivent que vous êtes la première femme en fait à intervenir dans cette émission Grand Témoin, ce qui va nous permettre de parcourir, de vous connaître ou reconnaître pour ceux qui vous connaissent déjà, voir un peu quel est votre parcours, pourquoi on vous voit aujourd'hui agir sur la scène politique congolaise, notamment ici à Paris, et pourquoi vous êtes autant impliqué dans la chose congolaise. Je rappelle juste Sadio que vous êtes né à Brazzaville. Oui. Fin des années 60, oui, dans les années 60. Oui. Et puis, je commence ma maternelle sur l'avenue de la Paix, en diagonale du PSP de la Rumbouchi. Et c'est devenu, actuellement, quand je suis passé, c'est devenu un centre de santé. Sinon, c'était une école maternelle. Alors, on est toujours dans le quartier de Poto-Poto, là, oui, en fait. Oui, toujours Poto-Poto. C'est là mon fief. Et puis après, je vais à l'école Saint-Vincent de l'avenue de France. Et au CG Ma foi Virgile. Alors comment ça se passe déjà, Sadio? Il faut quand même dire que vous êtes dans une famille immigrée qui débarque au Congo avec des parents qui sont dans le commerce. Et comment est-ce que vous vous intégrez en fait dans ce pays que vous avez naître, mais en même temps on vous rappelle que bon, vous êtes des parents, oui. Des parents étrangers quoi en fait. Oui, oui, mais mes origines juridiques c'est clair, hein, elles sont congolaises parce que dès qu'on est à la première seconde de sa naissance, bien sûr. Le droit congolais le permet, donc je suis congolaise. Mes origines familiales, oui, ma mère est sénégalaise, mon père est malien, ça c'est clair. Mon père arrive à Brazzaville en 1962. Et je crois qu'il a su... C'est juste après les indépendances, là. Juste après les indépendances, parce qu'après, il me raconte que c'est parce que la vie sur terre de communisme au Mali ne lui plaisait pas. On demandait au père de famille d'aller veiller les édifices publics et de manger la soupe dans telle famille, il ne sait pas. Comme les bons révolutionnaires. Voilà, donc il a préféré venir et il est venu à Brazza. Et ma mère, après il va épouser ma mère qui arrive en 67 à Brazza. Donc... voilà un peu pour ce qui est de mes parents. Moi, je suis une... Donc ils arrivent là, ils s'installent. Ils se sont installés. Directement dans ce quartier-là ou bien ils sont d'abord ailleurs? Oui, parce que je me souviens que sur les papiers administratifs, les actes de naissance, il y avait 108 rue Banda, rue Baya. On habitait en face de la grande école à un moment. Je voyais ma mère avec des copines qui militaient dans l'URFC. Je passe à Maman Thérèse, qui a encore des enfants en face de l'école, la grande école de Poto-Poto. Oui, oui. Et puis ensuite, on quitte là, on va habiter dans les années 72, sur le bulletin de naissance de mes frères et sœurs. Je vois que j'ai une sœur et un frère qui sont nés dans la maison des Moissy-Posso, dans la rue Luango, avant d'arriver à... On est toujours dans Poto-Poto. Toujours à Poto-Poto. On n'est pas sorti de Poto-Poto, non, toujours. Non, à un moment, on a habité la 103 vers la paroisse de l'avenue des Trois Martyrs. Oui. Mais on n'a pas duré. C'était le temps qu'on revienne à Poto-Poto dans la rue Baya, cette fois dans la maison des Gandou. Donc il y a 41 ans de cela, j'ai habité chez les Gandou dans le 26 rue Baya. Oui, oui. Et c'est 2 ans après que mon père rachète la maison de Marie-Josée Maïté, la journaliste qui est décédée il n'y a pas longtemps, dont le fils aussi milite avec nous ici. Et après, moi, je vais au Sénégal, dans le pays de ma mère, j'ai beaucoup été là-bas. Et quand je reviens, je trouve que mon père a racheté maintenant dans ce qu'on appelle le quartier sénégalais. Oui. En 83 qu'il a racheté, moi je suis revenu en 84. Et depuis, on habite cette maison, on a racheté d'autres et on a des biens, mais toujours des immeubles, mais toujours sur l'avenue de la Paix. Quand il arrive, votre père, qu'est-ce qu'il exerce comme profession? Qu'est-ce qu'il fait exactement? Mon père a d'abord, bon, avant je ne sais pas, mais quand je prenais conscience, quand on habitait la maison des Niabia, quand j'étais à l'école Saint-Vincent de l'avenue de France, on habitait la rue Likwala. Même à Limon, chez les Niabia, je me souviens qu'il avait une entreprise de taxi. Il avait 42 taxis. Donc c'était ça. Parce que ça m'est resté, parce qu'un jour il a fait un accident et que les parents de l'accidenté sont venus me prendre en otage.
les mamans qui étaient là ne comprenaient rien, moi non plus. Après, on nous a expliqué. Sadio, c'était surprenant ce que votre papa quitte le Mali, un pays communiste, il arrive au Congo, mais le Congo ici n'est pas encore communiste, il est en train de tendre en fait vers le communisme. Oui, mais c'était pratiquement la même chose parce que moi je me souviens de la milice, je me souviens de comment la vie est très carrée. Hein. Oui. À l'époque, je ne le sais pas, jusqu'à ce que j'aille au Sénégal et qu'un jour à l'école, on me dise aujourd'hui, les piquets de grève ont jeté des cailloux sur le toit, qu'il y a grève. J'ai dit, mais c'est quoi grève? Donc j'apprenais pour la première fois le mot grève, alors que j'avais déjà aux environs de 12, 13, 14 ans, que j'avais commencé mon école à Brazzaville, que j'étais déjà au collège à ma foi, avec les Maléla, les Kimbwala, beaucoup de grandes familles, hein, des grands noms des gens qui sont devenus des adultes, mais dont les parents avaient des noms. Bien sûr. Et, donc, quand j'arrive là, moi, on faisait des émulations pour clamer les résultats dans la grande cour du collège ma foi, mais la grève, je ne savais pas ce que c'est. Donc, il a fallu que je sorte du Congo pour comprendre qu'il y avait une autre vie sociale, politique, où l'homme pouvait avoir une certaine indépendance. Voilà. Parce qu'il y avait les milices au Congo, au Sénégal, j'en ai pas vu. Donc, alors, on comprend très bien que votre vie de collégienne vous fait découvrir déjà cet environnement de grève. Et au lycée, ça se passe comment? Quand vous commencez votre lycée, le lycée technique, ça se passe comment? Non, je commence le lycée, je reviens à Brazza pour faire le collège à 8 février, une année. Je repars faire le début du lycée au Sénégal, au lycée Lamine Gueye, derrière l'Assemblée à Dakar, parce que là, je suis avec mon père adoptif qui est Seydou Badian, qui a écrit l'hymne national du Mali, il est écrivain, médecin, communiste malien de la première heure d'ailleurs, cofondateur de RDA, donc il est dans le RDA, USRDA avec Modibo Keïta, qui est l'oncle direct de Mamadou Camara Dekamo. D'accord. Voilà, donc je suis dans cet environnement-là où je rencontre beaucoup d'hommes politiques africains déjà. Et quand je viens à Brazza en 84, le Congo, à cette aura internationale, du fait qu'il y a un boom pétrolier, du fait que ça soit bientôt l'Union africaine en charge, l'UA à l'époque. Et donc, tous convergeaient vers le Congo. Donc, j'étais dans ce milieu politique africain, congolais, africain et international, parce qu'il y avait beaucoup je voyais autour de ce président-là, beaucoup d'Asiatiques qui venaient pour les affaires, des Français qui venaient pour les affaires aussi, d'autres écrivains, des avocats, tout ce qui venait. Donc j'ai grandi dans cet environnement qui, jusqu'en 86, où je vis quelque chose que je ne peux pas détailler ici, mais ça se passait sur le conflit tchadien. Oui. Et où mon père adoptif recevait les Tchadiens où Sassou était médiateur de ce conflit-là. Et il s'est passé un événement, je me suis dit, non, c'est pas possible. Il ne s'est rien dit. On me dit que tout est réglé. Et c'est à ce moment que je me suis dit, je deviendrai journaliste pour percer ce mystère politique. Alors, percer les mystères politiques, c'est quand même une ambition noble. Hein. On va revenir d'abord sur Brazzaville. En 92, en fait, vous êtes donc à Brazzaville, vous avez fait votre lycée. En 92, vous partez de Brazzaville. Oui, mais avant, déjà, je quittais beaucoup Brazza. Je venais ici en France. Je vivais entre la France et ici. Je viens faire ma maternité. Je repars à Brazza, je crois, dans les années en 90. À l'époque, je fréquentais beaucoup les Moncou, les Notes ici, que j'avais fréquenté dans mon enfance là-bas. Et puis, je repars à Brazza. Je suis beaucoup dans l'événementiel parce que je me suis spécialisé en relations publiques d'abord. Oui. Et dans l'événementiel, j'ai produit pas mal d'artistes et j'arrive au Sénégal avec l'artiste Phil Foster et Baba Mal que j'avais produit à Brazzaville. Et puis après, de fil en aiguille, je me dis tout ça, c'est pas ce que je veux. Je repars à mon métier. En fait. Non, à Brazza, c'était un milieu d'affaires, d'argent. Et de politique, fille unique d'un homme aussi puissant que Seydou Badian, où j'avais toutes les faveurs, hein, c'est-à-dire tout le monde m'apportait un cadeau et ainsi de suite. Et je me suis dit, tout ça, c'est pas pour moi, je veux être moi. Oui. Donc, c'est ainsi que en 92, je quitte mon fils, le seul, à 23 mois. Mais il était au bain seul de mon père et de ma mère qui m'ont élevé. Et je me retrouve en Afrique de l'Ouest, au Mali. Ou quelques mois... Quasiment retour aux sources, quoi, en fait. Aux sources de mes parents. Parce que moi, je n'ai rien à voir avec ça. C'est l'origine de mes parents. Parce qu'on ne peut pas avoir de source dans d'ancrage
dans un endroit qu'on ne connaît pas. C'est le pays de mon père, c'est pas mon pays. Pour preuve, hein, j'ai l'habitude de dire. Je dis à Brazza, quand je réveille quelqu'un, j'ai pas de parents de sang là-bas, mais quand je réveille quelqu'un à 4 h du matin, il sait qui l'a réveillé. Mais au Mali, je viendrai à midi voir mes cousins solliciter quelque chose, ils ne comprendront pas pourquoi je vais vers eux. Oui. Donc, il y a l'environnement social qui forge l'homme, l'environnement culturel qui forge l'homme. Donc, voilà un peu mes rapports avec le Mali. Les Maliens m'ont connu professionnel, journaliste, je travaillais dans une radio communautaire. On va passer sur cet aspect professionnel, c'est-à-dire, donc vous arrivez dire au Mali, vous commencez dans une radio en fait communautaire, un peu rurale, où vous commencez à exercer, puisque vous avez rêvé d'être journaliste. Alors, c'était une radio qui appartenait à un homme déjà président à l'époque, Alpha Omar Konaré, qui bien sûr s'était détaché parce que c'était un groupe de médias, de presse et de production d'artistes et d'imprimerie aussi, de production ce qui était dans la communication, et de presse aussi, de presse papier, non, les livres, édition, éditeur et tout ça. Et donc j'ai commencé dans cette petite radio et tout de suite la première émission, j'ai commencé à avoir beaucoup de notoriété. Après, je me suis dit, non, cette ville est trop petite, j'avance, je vais au Burkina. Donc, au Burkina, je travaille à Horizon FM, où il y a une Burkinabé qui est militante aussi, ici, que j'ai retrouvée pendant la manifestation des Burkinabés, quand il y avait tumulte chez eux. Et Alpha Mamadou Bari, qui après va à RFI et moi à BBC, et qui est devenu aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères du Burkina, dans ce gouvernement-là, qui malheureusement a été représenté le Burkina pendant le pseudo-investiture voilà. À Brazzaville. À Brazzaville, voilà. Alors, vous ne restez pas qu'au Burkina, et puis sur le Sénégal aussi, vous attend. Oui, je vais au Sénégal, donc j'intègre la plus importante radio, groupe de radio, hein, parce qu'ils sont sur tout le pays, Sud FM, où il y a l'un de mes aînés là-bas qui est devenu ministre aussi. Donc c'est les métiers qui ont conduit, voilà. Et après, je repars au Mali, où j'intègre Radio Clédou, qui est sur une île, la radio privée la plus importante aussi. Ensuite, je quitte, je me dis, ça paye pas assez, parce qu'à un moment, dans mes professions, je gagnais aux environs de 18-19 ans jusqu'à 1 million. Je me dis, mais là, on me donne 15 000. 15 000 pour travailler. Je dis, mais attends, ça va pas. Après, mais j'ai vite réfléchi, je me dis, ou j'accepte les 15 000 mensuels, je me fais connaître, ou je refuse, je reste papy dans l'ombre. Donc vous avez accepté. J'ai accepté, et 4 mois après, la notoriété s'est installée, j'ai boudé, on m'a passé à 40 000, et puis j'ai participé à un peu. Tu rentres de bouder, ça dure, hein, toujours. Oui, je suis contestataire dans l'âme, ça c'est clair. Alors, 2 ans après, je me dis, non, c'est pas ça. Donc, je repars, je prends les bazins au Mali, que je vais vendre à Brazza. Je quitte là, je m'arrête au Bénin, j'achète ma voiture, je rentre au Mali. Et je vais m'inscrire au quotidien national parce que je me disais dans mon parcours, il me restait l'écrit que j'ai vraiment pas pratiqué, même si j'en ai eu la formation. J'ai pas pratiqué, donc je suis... Et pendant que j'étais là, la BBC me cherchait pendant que j'étais à Brazza parce qu'ils ont dit qu'ils voulaient une femme disponible, professionnelle et tout ça, une femme. Et donc le correspondant qui était Saïd Penda, qui était à Bamako, qui partait à Brazza. Et donc moi je prends son poste à Bamako. Et quelque temps après éclate la crise ivoirienne. Donc je me retrouve de presse locale à presse internationale. Et internationale, pas avec n'importe quel pays. Il s'agit de la Côte d'Ivoire qui est en crise, en guerre. Donc, ça c'est parti très vite. Alors, c'est parti très vite, Sadio. Et là aussi, vous intégrez en fait les grands groupes de presse. Vous commencez par Associated Press. Oui, j'ai intégré Associated Press au moment où il se passe des grands événements encore au Mali, la prise des otages du Sahara, là, en 2002-2003, où le dénouement complet n'a eu peut-être lieu qu'en 2004 avec son corollaire qui a entraîné aujourd'hui au terrorisme qu'on a aujourd'hui. Et ensuite, de là, je vais à Reuters. Donc, j'écris plutôt que la vidéo. Ensuite, je vais aux Nations Unies à New York. Je suis attaché de presse à New York. Kofi Annan part devant moi. Ban Ki-moon est élu devant moi. Bien que dans le Media Department à New York, on était une centaine de journalistes, on avait préféré le malgache journaliste, donc par confraternité. On l'a soutenu, malheureusement il a jeté l'éponge. Et lorsque je retourne à Bamako, il y a les élections présidentielles au Mali. Et donc, je suis maintenant à Reuters Télévision.
la vidéo maintenant. Oui, oui. Et ensuite, avant d'aller prendre le poste à Bamako, à Brazzaville, pardon, je suis allé à Dakar faire la formation de montage, de vidéo reporter. Oui, en tant que JRI, en fait. Voilà. Et ensuite, la formation a été parachevée à Kinshasa avec mon collègue et confrère Média Koulibaly, qui est le responsable Afrique centrale de Reuters là-bas. Et voilà, donc j'arrive à ce moment à Brazza. Et... Alors, avant qu'on nous parle de votre arrivée à Brazza Sadio, toute cette vie à l'international, vous êtes quand même dans des grands milieux, on vous voit un peu couvrir quasiment une bonne partie de toute l'Afrique de l'Ouest, on vous voit aussi quand vous êtes à l'ONU avec des personnalités, des grands personnalités du monde. À ce moment, vous vous dites quoi? Est-ce que je suis arrivé ou j'ai encore un parcours à faire? Non. C'est-à-dire, c'est peut-être dû à ma naissance. Hein. Enfant, j'ai côtoyé des grands. Mon père était... C'est au côté de Seydou Badian. Oui, bon, même au niveau de Brazzaville, oui. Mon père était convoité par beaucoup de gens. J'ai grandi avec les enfants Sassou, que j'ai revu, les deux filles, surtout Nénel et Joujou en 86. Donc c'était ça ma vie, avec les enfants Bia, avec les Mbouala, avec les Ondoko. Les Ondoko, et c'était ça. Oui. Donc, c'était pas impressionnant pour moi. Mais j'avais toujours été, c'est-à-dire, par exemple, je vais vous dire, quand je partais aux Nations Unies, pendant le test que je faisais avec le responsable de Media Department là-bas, l'assistante, non, la DRH m'a posé certaines questions. Oui. Quand j'ai fini de faire, parce que j'avais été faire un concours à Dakar, où sur les 54 pays, ça faisait depuis 15 ans, on m'a dit que de 91 à 2006, il n'y avait pas un Africain francophone qui avait gagné au concours. Donc j'étais la seule en 15 ans à avoir gagné à ce concours. Et avant de partir, j'ai eu des échanges avec la DRHS du département de Media Department de New York. Ouais, elle me demandait quelle est ma mission. Donc je lui dis non, moi c'est les injustices, combattre les injustices, les couches les plus défavorisées, ainsi de suite. Donc on me met dans une commission, mais qui avait un travail volumineux. C'est-à-dire tout ce qui est droit des autochtones, droit des personnes disparues, la culture, ainsi de suite. J'étais dans ça et c'était un travail mais volumineux, extraordinaire. Et heureusement pour moi, en 2 semaines avant la fin de ma mission, j'avais fini. Je jouais au jeu, je venais pour ne pas perdre, parce que je gagnais quoi? Environ plus de 200 €, plus de $200 par jour. Oui. Donc mon salaire avoisinait les $7000. Et donc pour ne pas manquer, je venais pointer et je jouais au jeu sur Internet et puis je rentrais chez moi. J'avais fini et puis je suis rentré. Et là, quand je viens, je fais Reuters Télévision. Il y a donc les élections au Mali. Et après, des années après, je me retrouve donc en 2012, après 20 ans de déconnexion au Congo. Alors 20 ans après, vous arrivez à Brazzaville, le pays a complètement changé. Il y a énormément de choses que vous découvrez. Vous découvrez aussi. Oui, mais je vais rajouter que donc ces personnalités-là n'étaient pas... Je les ai... C'est-à-dire, toute ma vie, un chef d'État, un maçon, pour moi, c'est des êtres humains. Alors, donc la même considération. La même considération partout. Qui ne bénéficie pas de quoi? C'est ce qui m'a intéressé toute ma vie. Qui doit être aidé. Oui. C'est-à-dire cette empathie aux couches défavorisées a toujours été. Donc moi, quand je vois une personnalité, la première des choses, c'est qu'est-ce que tu fais pour l'autre? C'est-à-dire, c'est comme lorsque Sarkozy arrive... L'altruisme, en fait, instinctif, voilà. en fait. Hein. Quand Sarkozy arrive à Bamako en 2006, quand il vient combattre l'immigration, ben, moi je lui dis, écoutez, nos enfants vont mourir dans le désert, dans la mer, en pensant que c'est l'Eldorado là-bas. En même temps, je n'ai jamais vu un pied de café pousser en France. On me dit que la France est le 4e pays exportateur d'uranium. Je ne comprends pas comment. Mais laissez-nous nos richesses, comme ça nos enfants n'iront pas. Et il me répond qu'économiquement, la France n'a pas besoin de l'Afrique. C'est à vous qui l'a fait. C'est à moi qui réponds ça. Et quand je rencontre Alain Juppé, qui vient de Dakar sur la BBC, là je suis correspondant de la BBC, c'était en 2002 ou 2003, et quand il a dit sur la BBC qu'il n'alignera pas la pension alimentaire des Africains à leurs frères d'armes français, à celle de leurs frères d'armes français, je lui ai demandé, mais est-ce que donc la vie des Africains ne vaut pas celle des Français? Donc ça a été un peu dur, cette interview
entre lui et moi. Et à chaque fois, c'était comme ça, tu vois. Quand je suis à Ouagadougou, qu'il y a une conférence ministérielle sur la francophonie, que Jacques Toubon est ministre de la Culture en France, c'est-à-dire la question du sida est abordée, et il y avait un débré, je ne sais plus si c'est Bernard ou Michel, je leur dis, mais vous venez nous parler de sida, mais vous avez les moyens là-bas, et c'est nous qui avons le plus de maladies, comment faire pour inverser un peu les tendances? C'était ça, moi, c'est fondamentalement comment améliorer la vie et l'environnement de ceux qui n'ont pas les moyens. Alors, on va le comprendre, Sadio, quand vous allez arriver au Congo. Déjà, en 2012, vous débarquez à Brazzaville. Reuters vous dit, voilà, Sadio, vous allez travailler pour nous du côté de Brazzaville, en dehors de la motivation professionnelle et familiale. Quelle est cette autre raison qui fait en sorte que vous dites, moi, il me faut Brazza pour compléter ma carrière? D'abord, quand je suis allé faire ma formation de vidéaste, reporter vidéaste à Dakar, j'allais pour prendre mon poste à Ouagadougou. Donc tout près du Mali, je me dis, bon, de temps en temps, je peux conduire une journée pour venir à Bamako, il n'y a pas de problème. Ah oui. Et pendant la formation, donc je suis à Dakar, je demande, mais à part Ouaga, il y a où encore? On me dit Brazza. Je dis, tiens, ma mère a quitté ici, ça fait 8 ans que je ne l'ai pas vue. Mon père, ça fait plus que ça que je ne l'ai pas vu. J'ai des frères et sœurs que je n'ai pas vus depuis 92, d'autres en 2002 ou 2004 pendant que j'ai fait des petits crochets là-bas. Donc je me dis, c'est l'occasion de revoir mes amis d'enfance. C'est l'occasion de... Mais je me disais déjà, est-ce que le Congo a déjà atteint cette partie? Quand j'arrive à Brazza en 2002, c'est la sortie de guerre. Oui. On peut se dire, bon, ça se reconstruit. Mais lorsque j'arrive en 2012, je me dis, c'est pas possible. Avec le boom pétrolier, avec toute cette eau, avec toute cette forêt, comment est-ce que je rentre dans l'école qui fait face à moi, parce que les enfants viennent boire de l'eau chez moi pendant la récréation. Il n'y a plus de table-banc. Je me dis, mais attends, c'est pas possible. Donc je regarde les routes, je compare à l'Afrique de l'Ouest, où j'ai conduit, moi, du Bénin à Bamako, et que de Bamako à Dakar, moi au volant, sans qu'il y ait de problème de route, je me dis non, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, est-ce que vous permettez, est-ce qu'à ce moment-là, vous vous détournez pas déjà de votre objectif professionnel? Parce que non, pas du tout. Oui. Parce que le journaliste, c'est-à-dire, chaque individu, quand il s'engage pour un métier, je crois qu'il a des prédispositions à le faire. Le journaliste est par excellence celui qui défend les peuples, pas le contraire. C'est-à-dire quand on n'a pas cette notion de se dire qu'on travaille pour la majorité minoritaire écrasante, oui, on a raté sa vocation de journaliste. On a raté. Et là, c'est lorsque j'arrive à la BBC... Ces problématiques, déjà, vous prennent tout de suite, en fait. Ça vous tout de suite, tout de suite à Brazzaville. Tout de suite. Et quand j'arrive... Qu'est-ce que je peux faire dans tout ça? Parce qu'à un moment, j'étais en relation téléphonique avec Ellie Smith qui voulait des éléments économiques sur certains points de Bamako. Je ne l'avais pas connu physiquement. Et quand je suis arrivé, je participais aux émissions, aux analyses de journalistes sur point de presse de MNTV. Je lui ai dit, Ellie, Maurice Nguesso, c'est mon père. Quand vous lui demanderez, vous lui direz que Sadio n'est pas votre fille, il n'en reviendra pas. Je dis, mais je ne veux pas le voir. Jusqu'à ce que j'ai quitté Brazza, je n'ai même pas son numéro de téléphone. Je le considérais responsable de la gestion de son frère faite à ce pays qui était convoité par le monde entier. Parce que dans les années 84-85, jusqu'à ce que je quitte pour avoir une vie en France ici, mais c'est pas possible. Le monde entier était à Brazza. On avait des poubelles organisées, on n'avait pas de moustiques, on avait... moi, je me rappelle la première fois quand j'ai eu le palu, j'étais à la grande école de Poto-Poto. La maîtresse m'a dit, le maître m'a dit de partir au dispensaire de l'école. Je suis allé, on m'a d'abord fait l'injection. Ensuite, on m'a fait l'ordonnance. Mes parents ont acheté, je suis revenu, ils ont repris ce qu'ils m'avaient fait pour remettre dans la banque. Oui. Mais aujourd'hui, on ne peut pas aller à Brazza avec de l'argent et avoir cette qualité d'accès aux soins avec son argent. Donc, je me reconnaissais plus dans ce pays. Voilà, vous arrivez dans un pays dans lequel vous ne vous reconnaissez plus, vous voyez toutes ces inégalités et vous commencez à faire votre travail. Dans quelle ambiance? Dans l'ambiance où déjà, quand je suis arrivé,
je fais mon premier reportage sur les sinistrés du beach, les sinistrés du 4 mars. Oui. Donc ils étaient parqués, hein, mais sauvagement parqués dans le stade Eboué. Et on m'avait dit, je ne le connaissais pas encore, il s'est avéré être mon neveu après, que Joe Ebina s'en est bien occupé. On est parti, il m'a fait visiter jusqu'à l'épicentre de... Et puis, les gens me disaient, oui, eux-mêmes, parce que ça s'est passé dans un quartier où on a quand même beaucoup d'élites politiques et de l'administration et tout, qu'ils ne sont pas là. Parce qu'ils sont logés dans des hôtels qui surenchérissent et qui payent. Que j'ai interviewé des mamans. Elles sont souvent 14 dans une famille et on leur a donné des fonds d'urgence de 3 millions. Quoi faire avec? Elles ne pouvaient rien faire avec. Et d'autres n'ont pas eu accès parce que on a... Je bouillonnais. C'est pas possible. Non, c'est... Donc, et pour avoir accès au site, il fallait avoir, en dehors de mon accréditation, avoir l'autorisation d'un général Moigny qui me fait parvenir mon accréditation pour aller faire mes interviews par un colonel. J'ai dit, waouh, il y a un colonel coursier. Donc c'est un colonel qui fait... Voilà. Je me disais, mais c'est quel fonctionnement ça? En Afrique de l'Ouest, où il y a moins de ressources, où il n'y a pratiquement pas d'argent, mais il y a une société civile qui veille. C'est-à-dire au Mali, par exemple, le budget, c'est combien? Moins de 2000 milliards pour 15 millions d'habitants. Mais le moindre sou qui tombe, la société civile suit la traçabilité. Et quand il y a quelque chose, les gens parlent, ils crient, ils montent sur le créneau. Souvent, bon, il y a des emprisonnements de façade, mais au moins les gens parlent, les médias en parlent, oui. Et il y a une condamnation de principe. Là aussi, il faut le dire, vous arrivez dans un désert médiatique, vous vous dites qu'il y a quand même quelque chose. Il y avait beaucoup de choses à faire, oui. Énormément de choses à faire. Mais tout de suite, je rencontre les Guima Fimba, qui a un aîné qui m'a vu grandir avant qu'il vienne ici en France. Je rencontre les Eric Mampouya, les Joe Washington et Bina. On crée une structure où on avait des Et les confrères vous perçoivent comment? Non, c'est-à-dire moi, il n'était pas question que j'aille travailler dans le Centre international de la presse. Déjà, ça posait problème. Oui. Parce que c'est une boîte d'allumettes avec quelques ordinateurs. Pour ceux qui connaissent. J'ai vu le Centre international de la presse de Bamako. Je vois ailleurs. Je vois déjà à Ouagadougou, donc dans les années 90, dans quel contexte on pouvait déjà travailler dans le Centre international de la presse. Je me dis, mais c'est pas possible. Donc, moi, c'était... Et puis, je me rends compte que le directeur de ce centre est le correspondant de Associated Press et le conseiller du président. Je me dis, non, il y a des choses qui ne vont pas. On ne peut pas être correspondant d'un média, une agence de ce niveau, et être affilié à la presse. Et puis, qu'on me dise que ces ordinateurs qui sont là ont été offerts, obtenus non pas par l'aide d'État à la presse qui est de 300 millions qui n'a été versé qu'une seule fois il y a plus de 10 ans, et que l'équipement est fourni par la cellule de communication de Claudia. La présidence de la République. Oui, de la présidence. Non, si on m'avait dit de la présidence de la République, je me serais dit c'est ASA qui chapeaute un peu toute la structure. Mais non, Claudia n'a qu'une sous-commission dans toutes ces commissions. Mais c'est elle qui a offert. Je me dis, il y a des choses qui ne vont pas. Donc de temps en temps, j'y allais pour être informé, pour avoir du courrier, pour voir ce qui allait, mais jamais pour travailler là. C'était pas possible pour moi. Sadio, après le choc en fait, des sinistrés de mars, au fur et à mesure des années, entre 2012 et 2014, on vous voit souvent en situation délicate, soit avec la police, ou avec des personnalités de la présidence, ou souvent on ne veut pas vous faire rentrer dans telle ou telle manifestation. Qu'est-ce qui fait que vous arrivez à une telle animosité alors que parmi ces gens-là, il y a des gens que vous connaissez, avec lesquels vous avez grandi? Tous, partout. Hein. Et surtout, c'était les mêmes ministres depuis mon enfance jusqu'à... Donc ils me connaissent tous, ils m'ont vu chez eux. Ils sont venus chez nous. C'était une famille, hein. C'est Brazzaville, c'est... Oui. Bon, mais c'est surtout en 2013, quand Alassane Dramane Ouattara arrive à Brazzaville, j'ai pour caméraman un caméraman de Joe Ebina qui m'accompagne à faire le reportage et puis qui voit Joe Ebina dans l'hôtel et qui va lui dire bonjour. À ma grande surprise, on lui interdit l'accès à l'hôtel, à la salle de conférence. Moi, je prends quand même la caméra, je dis c'est à moi, qu'est-ce qui se passe? On lui reprend son badge d'accréditation et puis 2 jours après, il y a le directeur du centre de la presse, du Centre international de la presse
qui m'appelle pour me dire oui, Arsène Niaba n'est pas content parce que tu as salué Joe Ebina à l'arrivée de Alassane Ouattara. J'ai dit pardon, c'est sérieux là? Alors il m'a dit oui, tu peux aller le voir. Donc comme c'était à 2 mètres de la présidence, je dis Arsène Niaba qui travaille dans la cellule de Claudia. Oui, on m'a dit que tu as dit bonjour à... Je dis d'abord c'était pas moi. Parce que quand ils ont pris le badge Reuters, ils n'ont pas pensé que j'étais avec un caméraman. J'ai dit c'est mon caméraman. Et puis je ne vois pas où il y a problème. Oui, mais vous ne savez pas que Joe Ebina est de l'opposition? Je dis non, je sais qu'il est de la société civile. Il dit bon, maintenant, vous là, vous allez vous débarrasser de votre caméraman ou on vous désaccrédite des activités de la présidence. Je dis, je ne m'en débarrasserai pas, c'est ça. De deux, si votre pays n'a pas d'opposants, fabriquez-en. Parce que je ne peux pas. Oui, mais vous imaginez un peu, si votre rédaction sait que vous avez des acquaintances avec les opposants. J'ai dit, mais ça fait des années que ma rédaction me fait justement confiance, parce qu'il faut travailler avec l'opposition, le pouvoir et la société civile. Sinon, quel reportage complet on peut faire? C'est pas possible. Un journaliste, c'est celui qui fait cette trilogie-là. Oui. Sans cette trilogie, il n'y a pas de reportage complet. Et quand on prend un homme du pouvoir, on prend celui de l'opposition, on prend la société civile pour avoir l'équilibre. Sinon, c'est tout sauf un reportage. Or, moi, je suis journaliste de carrière et de profession. C'est-à-dire, on ne peut pas me faire comprendre qu'il n'y a que des opposants qu'on peut prendre, ou que les hommes du pouvoir qu'on peut prendre, ou ne fonctionner qu'avec la société civile. Même, oui, on peut faire des micro-trottoirs rien qu'avec la société civile. Ça passe. Mais quand on a pris pour l'impartialité, qui est une obligation de notre métier, c'est-à-dire nous obéissons à la charte universelle des journalistes qui fait qu'on n'est pas obligé. L'objectivité, c'est subjectif, hein, c'est selon l'angle. C'est-à-dire même vous et moi, on ne verra pas la même chose si même s'il faut traiter le même sujet. Même s'il faut traiter le même sujet. Mais l'impartialité est une obligation. L'impartialité n'est pas neutralité qui n'existe pas d'ailleurs. La neutralité n'existe pas. L'impartialité, c'est de donner le même temps de parole à toutes les tendances. Voilà. Donc en 2013, les choses commencent à mal partir. Et la consécration, c'est en 2014, quand les autorités mais là, déjà avant, j'ai quand même pu assister à une conférence de presse avec Sassou, où je lui pose une question, et puis il en profite pour se moquer de moi, que toute la salle se moque de moi, mais j'étais droit dans mes bottes. Hein, c'était pas la question, alors les gens peuvent... c'est des éléments qu'on voit de moins en moins, mais... Voilà, mais ça a été passé sur Télé Congo et que les gens avaient mis ça sur le site, sur Facebook à l'époque. Hein. C'est-à-dire, c'était le forum des Centrafricains. Reuters me dit, il faut absolument couvrir. J'ai dit, mais ils ne vont pas m'accréditer, c'est la présidence qui gère ça. On me dit, débrouillez-vous, vous allez couvrir ça. Je tape de gauche à droite, je me rends compte que l'Union africaine donnait des accréditations. Donc quand Arsène Niaba et autres me voient dans la salle, c'est avec un badge de l'Union africaine. On ne pouvait pas me sortir. À la conférence de presse, avec Sassou, et on avait déjà traité les Centrafricains, je me dis, ils ne vont pas me donner la parole. À ma grande surprise, après Lisa Westerhoff de Kinshasa à l'époque, on m'a donné la parole. Je dis, ouf, waouh, on a osé. Donc moi, ma question c'était, on a vu 3 jours de n'importe quoi, où une faction, les Tchadiens musulmans, les Centrafricains musulmans n'ont pas pris part aux travaux, prétextant le mois de carême, alors qu'ils ne voulaient vraiment pas. Le mois de carême n'empêche pas de travailler, c'est à la coupure du jeûne, où le travail est fini. Donc là, il y avait ça. Je leur ai dit, en interviewant, surtout j'ai pu interviewer Aboubacar Sabon, qui est le rebelle à la plus longue carrière de toute l'Afrique, je dirais. Hein. Donc il me disait, pas question, ils vont signer au minima. Et donc je posais la question au président qui est devenu président forfaitaire aujourd'hui de savoir qu'est-ce qui va arriver. Est-ce qu'il pourra tenir le défi lorsqu'il a arraché de justesse, parce que c'était à coup de guérilla. Ça ne se passait plus entre le palais du Congrès et le ministère des Affaires étrangères, mais entre le palais des Congrès, Bathily et Maïga, qui était l'envoyé spécial le Malien qui était venu pour le compte de l'Union africaine, je crois, à l'époque, et les hôtels et les résidences des Centrafricains. Donc il y avait malaise. Les Centrafricains, avec une faction des Centrafricains, avaient catégoriquement déserté. Donc quand je pose la question, est-ce que ça ne va pas faire flop, parce que c'est lui qui a tenu à ce que ça se passe à Brazzaville, alors que... Donc quand j'ai voulu poser la question, si ça ne va pas faire flop, il s'est moqué. Et 10 jours après, pendant qu'il était parti à Washington,
les armes ont commencé à crépiter en Centrafrique, et là, c'est moi qui me moquais de lui. Voilà. Donc, à ce moment, vous vous moquez de lui, et on arrive donc à cette année fatidique, hein, c'est 2014, où les autorités congolaises décident, en fait, de vous renvoyer au Mali en disant, en prétextant que vous n'êtes pas congolaise, que vous êtes malienne. À ce moment-là, vous n'avez plus le droit de séjourner au Congo jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Alors, là, beaucoup de personnes me disent que j'ai mon nom affiché à l'aéroport avec Lee Smith et 2 ou 3 Libanais, comme des personnes n'ayant plus droit à rentrer au pays. Bon, là, il faut d'abord se rassurer que Sassou et son gouvernement, son clan et son système sont éternels. Hein, parce que le Congo n'appartient pas à une personne. Un jour, je rentrerai chez moi, c'est clair. Mais ça arrive. C'est-à-dire, c'est moi qui me lève ce jour-là. Parce que moi, mon père est quand même cet homme qui a eu 26 enfants. Que nous sommes à travers le monde. Nous sommes français, nous sommes même russes, suisses, nous sommes belges, nous sommes américains. Nous avons toutes les nationalités disséminées. Et il n'y a plus personne là, chez moi là-bas. Donc c'est des cousins, des amis et des enfants des amis de mon père qui sont là. Et qu'est-ce que je constate? Ils vont prendre à la mairie les actes de naissance de mes frères pour travailler avec. Or, mes frères, de temps en temps, ils viennent en vacances. Comme ils font n'importe quoi, ils vont à Dubaï avec, Je me disais, mais si un jour ils vont faire n'importe quoi, c'est mes frères qui répondent. J'ai dit, vous arrêtez. Vous arrêtez ou je vous dénonce. Donc ce jour, après avoir donné beaucoup d'alertes, je me lève, je vais faire une main courante à la direction générale de la police. Avec notre confrère qui est conseiller en communication de Dengue, parce que Dengue n'était pas là-bas. Donc j'élabore le texte devant lui, je lui remets ça. Et à ce moment, il y a le colonel qui ne sera jamais général, là, Ndundi, qui me fait appeler. Je rentre, je trouve mon père et un Malien voisin. Il me demande si je le connais, je dis oui, c'est mon père. Il dit que... Parce qu'il y avait un problème, un conflit culturel. Hein. Mon père a la charge de ces enfants-là. Ça sera un échec pour lui que ces enfants-là soient partis du pays à cause de son enfant. Donc je crois qu'il a fait un choix rapide. D'accord. Parce que tu vois, c'est se débarrasser de sa fille. Oui. Plutôt. Mais lui, il est libre de dire ce qu'il veut quand il est fâché contre sa fille. Mais qu'une police censée avoir le travail sur la base juridique s'en prenne au mot d'un papa qui a plus de 80 ans pour décider d'expulser un citoyen là, alors que mon père a été naturalisé en 82, que j'étais mineur. Et donc, comme ces femmes, tous les enfants mineurs, en dehors de mon droit de sol, pouvaient déjà être naturalisés. Donc, je peux dire doublement, je pouvais être congolaise de naissance et par naturalisation de la suite de mon père. Que moi, mon père, on n'expulse pas, que c'est moi qu'on expulse. Sur la parole de mon père, je me dis, ce pays a des problèmes. Donc, je n'avais pas tort de me battre contre le système. Voilà. Et ce jour-là, on me met nu, on me menotte, on m'emmène à la police. Quand un chef de poste est venu, j'ai donné le numéro de Dieu Ebina, qui a appelé Fortuné de Thalassa, oui. Qui est venu, qui a rencontré Dengue, qui a rencontré mon père Ndundi, et qui vient me dire, on va vous expulser. Je dis, attends, vous rigolez, hein, comment Après, il me demande, est-ce que tu as ton acte de naissance sur toi? Je dis, mais attends, même la clé de mon appartement se trouve dans mon sac, avec mes téléphones qu'ils ont réquisitionnés. Donc, j'ai rien. Il dit, ah bon, ils vont t'expulser. Et tu voyageras même en première classe. Donc, j'avais 28 000 francs et des pièces dans mon sac que je n'ai pas retrouvées. C'est à 1h du matin, on vient me sortir de là pour me dire, mais me noter, hein, je vois 2 sacs à côté d'un taxi, je ne fais pas le lien avec mes bagages. On me dit, c'est Ndengue qui veut vous voir. Mais en acheminant, le bureau de Ndengue se trouve là. Je me dis d'abord à 1h du matin, qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Et puis, on allait plutôt vers l'aéroport. Donc, quand je demande, on me dit, non, calmez-vous. J'ai dit, non, attends, j'ai pas de volonté déjà, je suis menotté. Expliquez-moi pour que psychologiquement, je puisse comprendre. Donc là, je ne peux rien, vous avez toutes les décisions. Mais dites-moi ce qui se passe. Est-ce que... Bon. Après un moment, quand ils m'ont expliqué, ils ont voulu que je cache mes menottes. J'ai dit non, je tiens mes menottes droit, que tout le monde voit, parce que je n'ai pas volé, je n'ai pas pillé, je n'ai pas assassiné. Je n'ai pas honte de porter ces lunettes-là, ces menottes-là comme ça. Donc à un moment, vers 3h du matin, quand ils m'ont débarrassé des menottes, qu'ils m'ont mis à la disposition de la police des frontières,
j'ai demandé à quelqu'un s'il avait des allumettes, je voulais fumer. Et tout de suite, quelqu'un de l'aéroport vient dire, mais vous, on vous dit déjà qu'elle se drogue, et vous lui donnez des allumettes. J'ai dit, pardon. Parlons de drogue, Sadio. Parmi les motifs, puisque moi j'ai eu l'opportunité, je pense que c'est une exclusivité, d'avoir le colonel Lodi, qui a argué aussi de votre addiction, en fait, à certaines drogues dures, qu'il en avait retrouvées chez vous. Et souvent, c'est un argument qui revient dans la bouche des autorités congolaises pour justifier, en fait, votre expulsion du Congo.